Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégie digitale ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulée depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. En 2010, je fonde mon agence digitale qui accompagne de nombreux e-commerçants. En 2013, je m'associe et rachète en parallèle de mes activités une société spécialisée dans la vente de produits alimentaires aux professionnels et aux particuliers via sa boutique en ligne. Sur Marketing 301, je partage avec vous les outils les plus efficaces. J'échange également sans filtre avec d'autres professionnels, je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Aujourd'hui, j'accueille Olivier Clémence. Olivier est un des acteurs incontournables du e-commerce en France. D'abord développeur web avant de se spécialiser dans la formation SEO et la vente de modules PrestaShop, il va nous expliquer comment il a rebondi suite à un problème de santé qui aurait pu mettre un terme à son activité professionnelle en 2015. Dans cet épisode, Olivier partage avec nous son expérience et nous échangeons sur l'idée selon laquelle votre business pourrait s'effondrer du jour au lendemain sans que vous n'ayez pu l'anticiper. Nous allons parler de son parcours, mais aussi de son expertise en e-commerce, en mettant en scène les actions d'une personne qui se poserait certaines questions au sujet du lancement d'une activité de vente en ligne. Pour être certain de ne pas louper les prochains échanges que j'aurai dans les semaines à venir avec d'autres entrepreneurs du web comme Olivier, je vous invite à vous abonner au podcast sur l'application Apple Podcast si vous écoutez cet épisode depuis votre iPhone. Sur ce, je vous laisse découvrir mon échange avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast Marketing 301. Je suis un de tes auditeurs depuis quelques temps maintenant et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'échanger avec toi sur Marketing 301 étant donné ton expertise, mais je vais te laisser un petit peu te présenter. Si tu peux nous présenter qui tu es, ton parcours, depuis combien de temps tu travailles sur Internet, ton audience du podcast, est-ce que tu as d'autres business à côté, tes stats si tu veux les partager avec nous. Je te laisse te présenter. Ouais. Déjà merci de m'accueillir sur ton podcast, c'est très sympa de ta part. Alors moi, ce que je fais, c'est en fait je suis expert en référencement, essentiellement pour les e-commerçants. Donc j'ai eu plusieurs casquettes et j'en ai encore un peu plusieurs actuellement. Actuellement, je vends aussi des modules pour PrestaShop. Donc PrestaShop, c'est une solution pour créer des sites e-commerce dont tu parles assez souvent. Et les modules, en fait, tout simplement des fonctionnalités qu'on va rajouter sur sa boutique. Donc ça, c'est une partie de mon activité. Et la deuxième partie de mon activité, c'est la formation des e-commerçants et essentiellement sur le référencement naturel. Donc c'est ce que je fais actuellement, les deux en même temps. En termes de visibilité, alors c'est amusant parce que tu vois le podcast c'est vraiment un petit bonus que j'ai fait, que j'ai mis en place parce que comme je fais des vidéos et que certaines vidéos peuvent être intéressantes simplement en audio, je les ai reprises et je les ai mis en podcast. Et du coup, la preuve c'est que le podcast m'apporte quelques personnes vu que tu m'as aussi découvert comme ça. Mais mes sources essentielles de trafic, ça va surtout être le blog et ma boutique en ligne. Le blog. Je suis à entre 15 et 17 000 visiteurs par mois sur le blog actuellement. La boutique en ligne a un trafic beaucoup plus faible, mais c'est normal dans la mesure où c'est vraiment extrêmement niché. J'ai que des modules PrestaShop et les volumes de recherche dessus sont beaucoup plus petits. Par contre, voilà, c'est un trafic qui est extrêmement qualifié parce que la dernière fois j'avais regardé, je faisais du plus de 2 € par visite en fait sur cette boutique. D'accord. En coût pas d'acquisition, mais en coût, chaque visiteur te rapporte 2 € en moyenne, quoi. À peu près, ouais. Ok. À peu près. Donc voilà, globalement pour les stats en termes de visite. Ouais. D'accord. Bon, c'est plutôt intéressant. Ça fait quelques temps quand même que tu es dans le secteur, donc tu as aussi un recul qui est intéressant à partager, je pense. Et ce qui m'a vraiment intéressé, on en a parlé un petit peu avant ensemble, ce qui m'a vraiment incité, en plus de connaître un petit peu ton expertise, à t'inviter sur le podcast, c'est quand j'ai lu ton histoire qui t'est arrivée en 2015, ce que ça a changé dans ta manière d'appréhender ta vie professionnelle. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu cette période de ta vie qui, au final, peut
comment dire, peut intéresser aussi bien les prestataires, les freelances, mais aussi les e-commerçants, dans la mesure où un e-commerçant, c'est un petit peu un freelance du commerce. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu cette période? Comment tu l'as vécu, ce qui t'est arrivé? Ouais, alors ouais, complètement, parce qu'en fait, je pense que ça intéresse absolument toutes les personnes qui travaillent assis, et ça touche un nombre de personnes assez incalculable, et ça augmente de jour en jour. En fait, la problématique que j'ai rencontrée en 2015, c'est que j'étais encore prestataire de service à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je dis j'ai eu beaucoup de casquettes au départ, c'est que je faisais du développement pour les e-commerçants. Je créais des fonctionnalités, mais c'était pas des modules que je vendais. Je travaillais à la demande auprès des e-commerçants, et donc 100% de mon temps de travail était sur ordinateur. Et ce qui fait que je passais beaucoup d'heures devant mon ordinateur assis. Et au final, en fait, le résultat, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que la position assise, c'est la plus mauvaise qu'on puisse avoir pour le dos. Il y a des, alors j'ai pas les chiffres en tête là, mais j'avais trouvé un diagramme où il montrait les différentes, le poids que supportait notre dos selon les positions. Et en fait, assis, c'est vraiment là où on supporte le plus. Et notre dos est absolument pas fait pour ça. Notre musculature et notre corps est vraiment fait pour être en mouvement. Et du coup, en fait, le résultat, c'est que je me suis vraiment cassé le dos à travailler devant l'ordinateur, à tel point que après être revenu de vacances, de un mois de vacances, j'ai repris le travail. Et au bout de 2 heures, le premier jour de la reprise, au bout de 2 heures, je pouvais plus travailler en fait. Et ça m'a fait ça pendant 15 jours, impossible de travailler. Plus de 1 à 2 heures dans la journée. Donc quand on est prestataire de service, il y a un très très gros problème à ce moment-là, parce que 2 heures, ça suffit à peine à traiter les mails, tu vois. Et du coup, voilà, il y a plus de revenus, et c'est extrêmement compliqué. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une pause, mais la pause n'était pas vraiment la solution, vu que j'étais en vacances juste avant. Donc tu vois, il y avait vraiment un problème en fait. Et je suis allé voir des experts, etc. Alors, j'ai fait beaucoup d'experts, donc tu as tout ce qui est kiné, ostéo, etc. Mais après, je suis allé carrément à un organisme qui s'appelle l'AMUS à côté de chez moi, à Évreux. Enfin, à côté de chez moi, à 50 minutes de route quand même. Oui. Et j'y allais tous les jours en fait. D'accord. Et là, j'ai fait de la rééducation spécifique avec des machines qui s'appellent isocinétiques. C'est des machines qui mesurent les forces, etc. et qui te font travailler en permanence, physiquement assez difficile. Et donc, j'allais faire ça tous les jours. J'ai fait ça pendant plusieurs mois. Jusqu'à ce que je puisse retravailler, et bon, je retravaillais, c'était mieux, mais je pouvais pas encore retravailler complètement. Et à force, donc j'ai rajouté aussi beaucoup de travail d'étirement. J'ai 3 postes de travail chez moi, debout, assis et avec une chaise spécifique aussi qui me permet de changer de position. Enfin voilà, tout un ensemble de choses, une réorganisation complète qui fait que j'ai pu retravailler correctement. D'accord. Et le résultat, c'est que voilà, ça m'a aussi ouvert les yeux sur la fragilité que je pouvais avoir aussi en tant que prestataire de service, parce que tout mon business tourne autour de moi, quoi. Bah oui, et donc de ta santé, quoi. Donc, d'où l'importance de vraiment faire attention à la manière dont on travaille. Ça me permet de rebondir d'ailleurs et de te poser une question. Est-ce que depuis cette mésaventure, est-ce que tu as investi dans du matériel, que ce soit des fauteuils, un siège de bureau spécifique? Alors, tu as parlé d'un poste de travail debout, un poste de travail assis. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu le matériel que tu utilises? Ouais. Alors, j'ai pas les noms exacts. J'ai un fauteuil. Alors sur le podcast, c'est pas évident. Oui, photos, non mais je mettrai les liens si tu as une marque ou quelque chose ou un modèle, je mettrai les liens. Je te retrouverai le lien pour un fauteuil identique à celui que j'ai, mais en fait c'est un fauteuil où t'as pas de pieds réellement. En fait, c'est des espèces de pieds arrondis qui font que t'es toujours en bascule en fait, et que du coup t'es toujours obligé de t'équilibrer avec ton dos en fait, tu vois. D'accord. J'ai un fauteuil comme ça. J'ai un fauteuil plus classique de bureau, mais avec énormément de réglages, etc. C'est pas Herman Miller, non, la marque? Non, c'est pas une marque en particulier, mais j'étais allé chez un vendeur spécifique de chaises de bureau, etc. et on avait pas mal discuté, et clairement, il y a un budget aussi à mettre dans la chaise de bureau. De toute façon, si vous passez 8 heures sur votre chaise de bureau, faut vous dire que si vous avez mis 50 € dans votre chaise de bureau, enfin voilà, vous mettez votre dos
à disposition de quelque chose qui coûte 50 euros 8 heures par semaine, 8 heures par jour. Donc Voilà. peut-être qu'il faut investir un peu plus, c'est nécessaire. Après, bon, il y a eu pas mal de réglages au niveau de l'écran, mais ça c'est assez basique. Et au niveau du poste de travail debout, en fait, c'est extrêmement simple. C'est simplement un meuble classique, et dessus, j'ai rajouté un élément pour rehausser mon ordinateur mon ordinateur portable, tout simplement. Et du coup, t'es à la bonne hauteur, en fait, tout simplement. C'est assez simple à mettre en place, hein, c'est pas extrêmement onéreux. Alors oui, le siège de bureau il coûte assez cher, et le deuxième aussi. Je sais plus combien il coûte, peut-être 480 euros, je crois, le deuxième, dans les 500 euros, je crois. Mais comme je disais, voilà, on passe 8 heures dessus, et voilà, si vous êtes commercial et vous êtes en voiture, vous n'allez pas acheter une voiture premier prix parce que vous allez faire de la route dessus, ça va être dangereux, etc. Vous allez évidemment acheter une voiture de bonne qualité, c'est la même chose avec votre chaise, en fait. Ouais, tout à fait. Et c'est exactement ce que je me suis dit, tu vois, parce que j'ai eu la même démarche. Bon, j'ai la chance de pas avoir eu de problème de dos pour l'instant, mais j'ai investi dans un fauteuil de bureau aussi c'était fin 2017, donc ça fait un an. Enfin, un petit peu plus d'un an, justement en me disant, alors autour de moi j'avais un petit peu les retours, je te partage en même temps mon expérience, parce que là on est vraiment sur les mêmes sujets, et je pense que ça peut être intéressant pour plusieurs personnes, puisque le premier a priori que moi j'avais dans les fauteuils de bureau, qui sont quand même assez onéreux, les fauteuils ergonomiques, mais les vrais fauteuils ergonomiques, hein, pas les fauteuils ergonomiques à 99 euros, les vrais fauteuils ergonomiques avec des vrais réglages vendus par de vrais spécialistes, etc., etc. C'est des fauteuils, celui que j'ai acheté en 2017, je sais plus combien exactement, c'était supérieur à 1000 euros. Et au début, je me disais, mais c'est totalement n'importe quoi de mettre 1000 euros dans un siège de bureau, dans un fauteuil, alors qu'il y en a un petit peu partout pour moins de 100 euros. Quel intérêt? Et au final, je me suis dit, exactement comme tu viens de le dire, que je passe des dizaines d'heures par semaine assis sur mon fauteuil. Donc faut pas voir ça comme une dépense, mais il faut plutôt voir ça comme un investissement sur le long terme, puisque comme tu l'as très bien dit, ta santé, c'est un petit peu la colonne vertébrale de ton business. Si tu n'es pas là, tu peux pas intervenir, quel que soit ton business, que tu sois e-commerçant, tu peux pas emballer les colis, tu peux pas traiter les commandes. Si tu es freelance, tu peux pas développer. Si tu es graphiste, tu peux pas rester devant ton ordinateur non plus. Et donc c'était vraiment, j'ai pris ça comme un investissement à long terme sur la santé de moi, ma santé et la santé de mon entreprise. Et au final, il faut plutôt voir ça comme un investissement à long terme, puisqu'en général, alors je sais pas pour toi, mais sur le modèle que moi j'ai acheté, c'est pour ça que je te parlais de cette marque-là, c'est la marque Herman Miller, qui est assez connue. Bon, je connaissais pas avant d'en acheter un, mais depuis, je les vois un petit peu partout. C'est des fauteuils qui sont très connus, qui sont vraiment très confortables, qui sont garantis à vie. Donc oui, c'est un investissement de départ, c'est un gros billet à mettre au début. Mais après, en tout cas, moi, j'en suis totalement satisfait, et j'ai aucun lien d'affiliation chez cette marque-là. J'ai absolument rien à vendre avec eux, mais c'est vraiment quelque chose auquel il faut réfléchir. Si vous êtes souvent assis ou plusieurs heures par jour assis devant votre ordinateur, je vous invite vraiment à vous poser la question de savoir si ça vaudrait pas le coup d'investir dans du confort de travail et du coup dans votre santé. Et c'est toi t'es la preuve vivante que c'est une question légitime, quoi. Ouais. mais pour le coup, tu vois, tu dis par exemple 1000 euros, c'est un investissement. Après, tout est relatif aussi, dans la mesure où, par exemple, si on travaille sur ordinateur, on va pas hésiter à mettre 1000 euros dans un ordinateur, et peut-être même tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Moi, je sais que pratiquement tous les 15 mois, je change d'ordinateur, et je dois mettre dans les 800 à 1000 euros minimum dans l'ordinateur à chaque fois. Et c'est une évidence parce que c'est mon travail. Mais finalement, la chaise de bureau, c'est la même chose, et c'est même plus important. Déjà c'est la même chose dans la mesure où on va mettre 1000 euros et elle va durer quand même plus qu'un an, parce que sinon, oui, là en effet il y a un petit problème. Mais au-delà de ça, tu disais voilà, ça va vous empêcher de travailler, mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que on peut se dire oui voilà, ça m'empêche de travailler, c'est la galère, ok, et puis on n'accorde pas tant d'importance que ça. Au final, moi, pour avoir longtemps eu mal au dos, en fait le problème c'est que tu te rends même plus compte que tu as mal au dos à un moment. En fait, c'est extrêmement perfide comme douleur. C'est une douleur permanente. En fait, c'est ma femme qui savait quand j'avais mal au dos avant moi, en fait. Parce qu'en fait, la douleur, elle vient progressivement. Elle est jamais vraiment partie, en fait. Et puis, à un moment, on parlait avant l'épisode, avant d'enregistrer, on parlait qu'on avait tous les deux des enfants. Par exemple, ta relation avec les enfants, elle est très compliquée. Les enfants sont pas capables d'être plus patients parce que toi, tu as mal au dos. C'est normal, ils sont petits et ils sont pas capables de faire preuve de plus de patience et de faire preuve de faire plus attention à leur comportement, etc. Et toi, du coup, justement, t'as plus de patience,
Et c'est ton conjoint qui est obligé de te le dire en fait, toi qui est obligé de te dire non là c'est excessif, c'est n'importe quoi. Et évidemment, quand toi t'es énervé, que t'as mal et que ton conjoint commence à te dire des trucs comme ça, tu le prends pas toujours bien non plus, tu vois. Donc ça va vraiment loin et à ce niveau-là aussi, tu vois, par exemple, moi je sais que ma conjointe a fait beaucoup d'efforts quand j'avais des problèmes de dos. Moi j'ai essayé de faire des efforts aussi, mais ça suffit pas quand t'as la douleur qu'elle a, c'est vraiment compliqué à gérer. Et je sais qu'avec d'autres conjoints, ça se serait peut-être pas passé aussi bien que là, tu vois. Je serais peut-être plus avec ma femme actuellement si elle avait pas aussi été capable de faire ces efforts-là. Donc c'est vraiment, ça va beaucoup plus loin que juste on a plus le travail. C'est vraiment quelque chose de très très lourd à porter en fait, d'avoir un mal de dos en permanence, quoi. Ouais, les répercussions sont aussi bien dans ta vie professionnelle, on a vu pourquoi, que personnelle, pour les raisons que tu viens d'évoquer, quoi. C'est ça. Donc bah écoute, c'est le premier conseil, je pense qu'on peut donner aux personnes qui écoutent, c'est vraiment d'investir dans le poste de travail, et je prends ça de façon assez large, c'est-à-dire aussi bien le fauteuil de bureau, l'ordinateur, vraiment le poste de travail, c'est aussi important, si ce n'est plus, comme on vient de le voir, que le business en lui-même, quoi. Ouais, parce que sans vous, votre business n'existe pas. Et les habitudes de travail aussi. Est-ce qu'on travaille 10 heures par jour? Est-ce qu'on a vraiment besoin de travailler 10 heures par jour, tu vois? Aussi, oui. Est-ce qu'on peut pas être plus efficace? Les pauses aussi qu'on prend, parce que quand on fait une pause, est-ce qu'on regarde des vidéos YouTube sur notre chaise, ou est-ce qu'on en profite pour aller faire un tour dehors, etc. C'est des habitudes, tu vois, où moi j'étais obligé de les prendre, elles m'ont été imposées en fait. Maintenant elles sont tellement évidentes que à un moment tu te dis, quand je fais une pause, pourquoi est-ce que je reste sur ma chaise du bureau? On n'y pense pas sur le moment, mais c'est bien justement de le rappeler parce que ça coûte rien de se lever et d'aller prendre un verre d'eau et d'aller faire le tour de la maison, histoire de se détendre tout simplement, et ça change tout. Si on le fait 3-4 fois dans la journée, ça change tout par rapport à si on le fait jamais et qu'au final on enchaîne 8 heures sur la chaise, quoi. Ouais, tout à fait. C'est ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode, mais c'est voilà tout ce qui concerne l'organisation de ces journées, de ces semaines, de ces périodes et la productivité qu'on peut avoir, quel que soit son business, quoi. C'est tout impacte vraiment, tout est vraiment important. C'est pas simplement il s'agit pas simplement de faire ce qu'on a à faire et de cocher des tâches qu'on a sur une to-do list. C'est vraiment un ensemble de choses qui fait que votre business va être pérenne ou pas dans le temps. Donc, c'est ça. Donc voilà. Je vais revenir un petit peu sur le sujet de base. Donc tu nous as dit que tu développais avant principalement des modules pour PrestaShop. Pourquoi qu'est-ce que tu peux nous dire de PrestaShop? Pourquoi tu as choisi cette solution plutôt que WordPress ou Commerce ou Magento ou autre? Alors, pourquoi j'ai choisi cette solution, c'est assez basique. C'est qu'en fait, au tout départ, je faisais du développement, je créais des sites internet au tout départ. J'ai même créé, quand j'ai créé une première boutique en ligne, je l'ai même créé par moi-même en fait. La boutique en ligne du client en fait. Donc c'était rigolo parce qu'il manquait plein de fonctionnalités qui auraient dû exister en fait, qui étaient assez logiques, mais il y avait aussi plein de fonctionnalités qui existaient nulle part ailleurs parce que c'est vraiment à la demande du client, donc c'était assez drôle. Et puis après j'ai eu une deuxième demande et ça s'adaptait pas du tout en fait, ce que j'avais déjà fait à ce client-là en fait. Et du coup moi le premier truc que j'ai trouvé c'était PrestaShop à ce moment-là. Donc c'était il y a assez longtemps, j'ai pas plus trop la date, mais c'était au tout début de PrestaShop. Et du coup, j'ai pris cette solution pas par choix extrêmement stratégique, mais plutôt parce qu'il n'y avait pas tant de solutions que ça et que il fallait que j'ai une solution pour créer quelque chose assez rapidement pour mon client qui avait besoin d'une boutique en ligne. Et après, du coup, je suis resté un peu sur cette solution parce que du coup, j'avais commencé à la maîtriser. Et ce qui après m'a amené à me concentrer sur le e-commerce et plus à faire d'autres types de sites. J'ai fait que du e-commerce. Parce que je maîtrisais vraiment bien cette solution et que en francophonie ça restait la plus demandée en fait pour les personnes qui voulaient lancer une boutique en ligne. Du coup c'était très très avantageux pour moi de rester sur cette solution en fait. Oui, tu as choisi vraiment de te spécialiser dans un type de site internet plutôt que créer tout type de site, du site vitrine, du site catalogue, du site e-commerce et toute solution. Tu t'es vraiment focalisé sur une technologie et qui était PrestaShop parce que c'est celle dont tu avais eu besoin pour ton client initialement, quoi. C'est ça, et je me suis de plus en plus spécialisé dans la mesure où au départ je faisais des sites de façon générale, après je faisais du e-commerce et essentiellement des sites PrestaShop, et après je faisais même plus en fait de la création de sites e-commerce, je m'adressais aux personnes qui avaient déjà un site PrestaShop et qui avaient besoin de fonctionnalités supplémentaires, de modifications sur leur site, etc. Oui, tu intervenais dans l'évolution d'un business. Voilà, quoi, c'est en fait. ça.
C'est ça. Parce qu'en fait, j'ai identifié que c'était plus simple à gérer un client qui avait déjà un business qui tourne, et qui avait un besoin spécifique et du coup qui allait faire des demandes régulières, plutôt que de travailler avec quelqu'un qui avait tout un projet à créer et où souvent il manquait des éléments. Où il allait falloir que moi j'essaye de le conseiller alors que c'était pas ma partie. En fait, tu vois, j'allais essayer de le conseiller sur peut-être, il allait falloir qu'il trouve un photographe et puis pour l'aider parce que ça aussi ça bloque la création du site. J'ai essayé de lui trouver un photographe pour gagner du temps, etc. Je faisais un petit peu trop de choses parce que les gens étaient pas encore assez mûrs, du moins la typologie de clients qui venaient vers moi. Et du coup, je me suis adressé plutôt après à des gens qui avaient déjà une boutique où là, c'est beaucoup plus carré parce que ils veulent une fonctionnalité, ils ont besoin d'un expert qui connaît leur outil et du coup, ça va beaucoup plus vite parce qu'il n'y a pas trop d'échanges au départ. Hein. Ils donnent la fonctionnalité qu'ils veulent, on donne le devis, ça match ou ça match pas et puis après on passe à la partie que je maîtrise, le développement, quoi. Oui, voilà, ouais. Et justement, en parlant de maîtrise, étant donné ta maîtrise de la solution PrestaShop, mais aussi de l'univers du e-commerce en général, pourquoi tu as choisi la voie de la formation, puisque tu nous as dit que tu formais les gens au SEO, au référencement naturel, et pas simplement te réorienter vers e-commerçant. On voit en ce moment l'essor de toutes ces formations. Alors je mets des guillemets pour pas trop dénigrer, mais j'ai pas testé, donc je sais pas ce qui est bon ou mauvais, mais en ce moment il y a énormément de formations sur le dropshipping avec le couple, généralement c'est Shopify, AliExpress, mais on pourrait très bien imaginer PrestaShop, AliExpress, avec un peu des méthodes miracles pour gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Chacun en pense ce qu'il en veut, ce qu'il veut bien en penser, mais pourquoi toi justement tu t'es pas lancé dans le métier de e-commerçant, étant donné ton expertise et ta maîtrise du sujet? En fait, j'aime bien faire ce qui me plaît. Tu vois, comme je disais, je me suis spécialisé aussi au fur et à mesure de l'avancée de mon travail. C'est aussi parce que j'allais vers ce qui me plaisait le plus à chaque fois, en fait. Tu vois, j'ai vraiment commencé par le développement de site parce que la programmation me plaisait. Après, ce qui me plaisait de plus en plus, c'était de travailler sur des sites e-commerce. Après, c'était de travailler sur des sites PrestaShop. Et après, c'était vraiment de faire des modules. Donc, j'ai créé des modules. Et après, c'était et là maintenant, tu vois, j'en suis arrivé au stade où je veux faire de la formation pour les e-commerçants, de former les e-commerçants. Donc, je me dirige toujours vers ce qui me plaît le plus au fur et à mesure. Je trouve que c'est un des avantages qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Il y a plein d'avantages, hein, être riche, avoir la liberté de temps, etc., tout ce qu'on veut. Voilà, mais il y a aussi la liberté de faire ce qu'on a envie dans son travail. Moi, j'aime bien me lever le matin et le lundi matin, et que le lundi matin soit une des meilleures journées de la semaine. Et c'est un peu cette idée-là qui me drive, c'est que je veux choisir. Et en fait, pourquoi je suis pas allé vers le e-commerce? Parce qu'il y a un truc qui me rebute. Pourquoi je suis pas devenu e-commerçant moi-même? Il y a un truc qui me rebute, c'est tout ce qui est logistique, en fait. À tel point que j'ai même pas encore fait l'effort d'aller me renseigner sur comment je pourrais déléguer complètement cette partie-là, l'automatiser pour pas du tout avoir à m'en occuper. Mais envoyer les produits, contacter les fournisseurs, obtenir les commandes, etc., le stock de produits, etc., tu vois, tout ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse le moins dans le e-commerce. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la stratégie, comment on va attirer du monde sur la boutique, comment on va faire en sorte que les gens aient envie d'acheter nos produits, comment on va faire en sorte qu'ils soient fidèles et satisfaits. Mais le côté logistique, le côté le plus physique, en fait, le côté physique des manipulations, en fait, dans le e-commerce m'intéresse vraiment très peu. Et c'est ce qui me rebute jusqu'alors. Même si en effet, hein, tous les 2 jours, j'ai une nouvelle idée de site e-commerce que je pourrais lancer parce que voilà, comme tu dis, avec les compétences que j'ai, ce serait facile. Mais faut aussi se rendre compte que les compétences que j'ai, qui peuvent être d'amener du trafic, etc., de développer ce que j'ai besoin sur mon site, sont des compétences très intéressantes, mais elles font pas forcément tout. Il y a d'autres compétences qui sont nécessaires et je suis pas encore complètement e-commerçant. Il faudra que j'ai vraiment un e-commerce, même si ma boutique en ligne de vente de modules est un e-commerce, mais il n'y a pas le côté logistique derrière, en fait. Oui, puisque tu es sur du produit dématérialisé, donc t'as pas cet aspect physique, quoi, justement, du produit physique, moi, de gérer du stock éventuellement ou autre, quoi, ou du fournisseur, parce que le fournisseur en l'occurrence c'est toi, donc. C'est ça, quand on achète un produit. Tu vends tes propres produits, ce qui est différent de vendre les produits de quelqu'un d'autre, quoi. On n'est pas dans le négoce, là, dans ce que tu fais aujourd'hui. Complètement. Moi, cette partie, du coup, elle n'existe pas, en fait, sur ma boutique en ligne. Si on achète un produit, sur ma boutique, il est automatiquement envoyé par email. Il y a pas de, c'est transparent, il n'y a pas de gestion, en fait, à ce niveau-là.
Ouais, bien sûr, on est vraiment dans du dématérialisé, ce qui a tout son avantage aussi. Hein. Voilà, moi je considère parce qu'il y a souvent la guerre entre la vente de produits et la vente de services. C'est simplement une question de point de vue, de maîtrise et de de préférence, quoi. Certains préfèrent vraiment être dans le négoce. Moi, je sais que j'ai quelques amis qui sont e-commerçants dans le négoce, où ils contactent des fournisseurs, ils stockent les produits, ils expédient les produits, et c'est ce qui leur plaît vraiment de faire. Donc c'est vraiment en fonction de chacun, mais il faut bien être conscient que quand on veut se lancer en e-commerce pur et dur, il n'y a pas que des bons côtés, il n'y a pas que le passage où on encaisse les gains et les ventes. Il y a aussi en amont toute la partie création du site, gestion des fournisseurs, gestion de la logistique, gestion des transporteurs, négociation des tarifs avec les transporteurs, etc., calcul des marges, etc. Bon, on va pas faire un cours sur le e-commerce, mais c'est vraiment deux choses différentes. Et est-ce que toi, tu aurais, pour les personnes qui veulent se lancer en e-commerce ou qui sont déjà lancées, est-ce que tu aurais des conseils pour trouver d'une part des bons produits à forte marge et éventuellement de bons fournisseurs pour vendre ces produits, enfin pour acheter ces produits que toi tu pourrais revendre derrière? Ouais, alors je vais aller rapidement sur la partie fournisseur parce que comme je disais, c'est pas du tout la partie que je maîtrise le plus. Globalement, pour moi, un fournisseur, il faut que ce soit un partenaire de confiance. Il faut le voir comme un partenaire parce que c'est un point extrêmement important quand même du e-commerce. C'est-à-dire qu'à un moment, si votre fournisseur vous fait défaut, c'est vous êtes la, entre guillemets, la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que c'est sur vous que vos clients vont taper, alors que le problème, il vient de votre fournisseur. Mais au final, peu importe d'où vient le problème, ce sera quand même sur vous que les clients vont taper. Et ils auront raison, parce qu'après tout, c'est quand même vous qui leur vendez le produit. Et vous n'êtes pas capable de l'avoir. Même si au final, ça dépend du fournisseur et pas de vous. C'est quand même vous qui n'êtes pas capable de l'avoir quand vous le vendez. Et du coup, c'est problématique parce que voilà, vous avez pu mettre en place une opération marketing, des promotions, etc., faire de l'investissement en publicité, et vous n'avez pas ce qu'il faut parce que le fournisseur vous a pas livré. Voilà, ça c'est problématique. Donc, je pense un fournisseur rapide en termes de livraison, qui respecte ses délais et qui est idéalement aussi est capable. Voilà, à un moment, vous avez besoin d'un stock un peu plus conséquent rapidement, et qui peut vous aider aussi en termes de. Alors c'est pas forcément simple, mais qui peut éventuellement comprendre que vous ayez des problèmes de trésorerie et puis vous faire des délais de paiement un peu plus longs. Voilà, ça peut être des critères sur lesquels choisir un fournisseur, même si c'est assez difficile au départ quand on se lance. Mais ça peut être des choses sur lesquelles vous pouvez vous dire voilà, le fournisseur là, ça fait 2 fois qu'il me fait un coup pas top. Je vais peut-être commencer à en chercher un nouveau parce que je peux pas rester avec un fournisseur comme ça. Moi, c'est comme ça que je verrais les choses si je devais vendre du physique avec un fournisseur. Après, pour trouver un bon produit, en fait, il faut prendre la problématique du e-commerce dans sa globalité. C'est-à-dire que un bon produit qu'on va vendre en boutique n'est pas forcément un bon produit qu'on va vendre en e-commerce, en boutique physique, je veux dire. La différence elle va se poser sur différentes choses. C'est notamment, est-ce que le produit est un produit qui va générer beaucoup de SAV? Oui. Si c'est un produit qui est compliqué en fait à manipuler, par exemple, qui est fragile à manipuler, faut comprendre que vous n'êtes pas là pour faire la démonstration au client en fait. Vous n'allez pas être là en train de lui dire voilà, quand vous ouvrez ça, surtout oubliez pas de faire ça parce que sinon vous risquez de casser l'élément. Mais après, une fois que vous savez le faire, il n'y a pas de problème. Le produit peut être très bien, c'est pas parce qu'il y a une fragilité sur l'outil, sur le produit à ce moment-là, c'est pas parce qu'il y a une fragilité si on manipule mal que le produit est mauvais. Mais le problème qu'il y a, c'est que vous allez l'envoyer au client qui va devoir se débrouiller par lui-même et que peut-être naturellement il va faire la mauvaise manipulation et le casser le produit. Le problème c'est que le produit va vous être envoyé, vous allez faire du SAV, vous allez devoir récupérer le produit, le renvoyer, le remboursement, etc. Donc ça c'est compliqué. De la même manière, faut prendre en compte les transports. Le transport, c'est pas les transporteurs, c'est pas les personnes les plus soigneuses du monde et parfois en général. Voilà, si vous envoyez un produit qui est fragile, j'ai discuté avec un propriétaire d'une boutique qui fait de l'aquariophilie et en fait ils ont une vraie problématique, c'est que c'est impossible d'envoyer une cuve pour faire un aquarium parce que voilà, ça n'arrive jamais entier en fait. C'est une sur 2 qui casse pendant le transport. Voilà, une sur 2 qui casse pendant le transport. C'est compliqué parce que même si après t'as des assurances avec le transporteur, etc., le client en attendant il n'est pas livré.
en attendant il se plaint. Et il se plaint sur ton site ou sur des sites extérieurs, etc. Et c'est encore une fois la partie immergée, et ça c'est vraiment important à prendre en compte, c'est que tous les services que vous utilisez, même si c'est pas dans votre entreprise, etc., pour le client c'est quand même sur vous qu'il va venir taper parce que c'est vous qui lui vendez le produit. Et donc, voilà, si votre produit, c'est un produit qui est fragile, ça peut être problématique avec les transporteurs. Si votre produit est lourd, c'est un produit qui va vous coûter cher en envoi. Voilà, donc faut essayer de prendre en compte toutes ces problématiques et de se dire comment je peux, quel produit va me créer le moins de problèmes justement avec toutes les problématiques qui existent en e-commerce en fait. Après, il y a quelque chose qui peut être intéressant si on reprend l'exemple de la cuve pour les aquariums. Si vous êtes capable de trouver une solution pour régler le problème majeur d'un produit, qui entre autres est la fragilité, là vous avez peut-être quelque chose d'excellent parce que vos concurrents eux n'ont pas réglé ce problème-là et du coup ne vendent certainement pas le produit en fait. Oui, c'est un élément de différenciation. Je parle souvent de trouver un élément de différenciation par rapport à la concurrence. Là, ça pourrait en être un. C'est ça. Et en fait, si on prend l'exemple de la cuve pour les aquariophiles, en fait, c'est un élément, par exemple, en termes de référencement naturel, c'est extrêmement simple de se positionner sur ce mot-clé-là. Pourquoi ? Parce que ils essayent pas d'en vendre, en fait, parce que ça les arrange pas. Mais si vous, du coup, vous êtes capable de trouver une solution pour régler ce problème de fragilité et donc de transport, du coup, c'est très simple de vous positionner sur ce mot-clé-là sur Google, qui est extrêmement recherché. Et du coup, vous pouvez très bien vendre beaucoup de produits avec ça, en fait. Donc, ça peut être un angle d'approche aussi, c'est de se dire, OK, quels sont les produits qui ont des problèmes, mais que je peux éventuellement résoudre, en fait. Et à partir de là, vous avez un produit qui est mauvais pour certains devient très bon pour vous, en fait. Ouais, tout à fait. Non, c'est un très bon conseil que de se positionner à partir d'une problématique, d'un inconvénient, et faire de votre force en fait la solution à cet inconvénient pour pouvoir être le seul à proposer ce genre de produit, quoi. Ou en tout cas faire partie d'une minorité de commerçants à proposer ce genre de produit qui n'est pas proposé par les autres. Ou du moins être dans les premiers et avoir le temps de se placer en tant que leader et qu'après ce soit difficile pour les concurrents de s'y mettre, en fait. Tout à fait. Et tout à l'heure, tu parlais aussi de l'importance de choisir des fournisseurs de confiance, donc que ce soit des partenaires de confiance. J'ai une anecdote d'ailleurs à ce sujet. J'ai un ami, alors je vais pas trop donner d'indications parce que je sais pas s'il souhaite je pense pas qu'il souhaite partager un petit peu les détails de son business, mais j'ai un ami assez proche qui fait du commerce physique en ligne. Il vend des produits physiques. Ils vendent du matériel destiné principalement aux forains, aux personnes qui font les foires, les choses comme ça. Et donc il avait l'une des périodes pendant laquelle il a un gros pic d'activité, c'est les marchés de Noël. Et il se trouve que au mois de novembre, il a eu une recrudescence de commandes de ce fameux produit qu'il vend, qui est fabriqué par un fournisseur dans un pays à proximité de la France, on est en Europe, et il a encaissé pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de commandes sur le mois de novembre, en prévision des marchés de Noël juste avant la période avant Noël. Il se trouve que ce fournisseur a eu énormément de retard dans la livraison de ce fameux matériel, et une fois le marché de Noël passé, c'est-à-dire passé le 24 décembre, les produits étaient toujours en fabrication chez le fournisseur, mais les clients de mon contact n'avaient toujours pas été livrés. Ce qui s'est posé comme problème, c'est que du coup, le matériel qui avait été commandé sur le site e-commerce de la personne en question était devenu obsolète, il n'en avait plus besoin parce que c'était pour les marchés de Noël. Alors les marchés de Noël c'était fini, la saison était morte, et donc ils ont tous demandé à se faire rembourser. Sauf que le fournisseur, lui, a commencé à expédier avec un mois de retard les produits qui ont été commandés, et ça c'est super important. Du coup il est en train de voir pour changer de fournisseur, parce que là il se retrouve vraiment dans la difficulté, tout simplement parce que les clients, qui en l'occurrence sont des personnes du milieu de la foire, donc des forains et tout ça, c'est sans aucune critique, c'est plutôt des personnes avec qui il faut pas s'embrouiller de trop. Tu m'excuseras un petit peu l'expression, mais voilà, c'est des personnes avec qui il faut être réglo, c'est des personnes qui généralement sont réglo, et donc il faut être réglo avec. Donc il a choisi de les rembourser, mais il se retrouve avec un stock sur les bras qui lui a coûté quelques milliers d'euros, et qui sont difficilement vendables aujourd'hui, puisque tout simplement les marchés de Noël maintenant c'est en décembre 2019, donc il y a 12 mois à patienter avant de récupérer un petit peu l'argent investi et du coup perdu.
Donc ça c'était simplement l'anecdote. Pour rebondir sur l'anecdote que tu nous, enfin le conseil que tu nous donnais, de choisir vraiment un fournisseur, un partenaire de confiance, et vraiment comprendre comment fonctionne ce fournisseur, puisque là en l'occurrence dans mon anecdote, ce fournisseur n'était pas réellement fabricant, c'était lui-même un intermédiaire, et ça mon ami le savait pas en fait, et du coup il est en train de chercher comment se fournir à la source pour ne plus avoir de problème ce genre de problème qui peut coûter potentiellement très très cher, et si on n'a pas une trésorerie suffisante, c'est le dépôt de bilan, hein, tout simplement. Ouais. Donc c'est l'exemple que tu donnes en fait, c'est intéressant parce que moi j'ai discuté avec une autre personne qui a un e-commerce en fait et qui a des problématiques pour vendre ses produits parce que justement le fournisseur, alors je vais pas donner le nom des produits parce que justement ça va pas l'arranger, surtout le deuxième e-commerçant dont je vais parler, mais le premier e-commerçant avec qui j'ai discuté avait des problèmes avec ce fournisseur parce qu'en fait il avait des délais très longs. Quand il arrêtait une collection, on est dans des objets, des figurines en fait de collection en fait. Et lorsqu'il arrêtait une collection, il le prévenait pas à l'avance en fait. Donc en gros, tu continues à prendre des commandes et puis en fait tu peux pas les avoir parce qu'en fait il t'annonce que ta collection elle est finie, qu'elle la fera plus jamais. Donc c'est assez problématique. Et donc du coup il avait ce problème-là qui était assez compliqué. On discutait d'un point de vue référencement, ce qui est assez compliqué parce qu'il avait des pages qui allaient avoir du stock, d'autres qui en avaient plus, etc. Enfin bref, c'était assez compliqué. Donc voilà. Et après j'ai rediscuté avec une autre personne qui faisait exactement le même e-commerce avec la même vente de produits en fait, et qui avait trouvé une solution en fait, c'est qu'elle prenait un énorme stock chez ce fabricant et elle vendait les produits une fois qu'il fabriquait plus la collection en fait. Et ce qui permet d'augmenter les prix, j'imagine. Voilà, comme on est dans le monde du collectionneur, il se retrouve avec des figurines en fait qu'il peut vendre plus cher que la plupart des autres vendeurs. Et il a du stock parce que son stock il l'a en fait. Il sait qu'il a 1000 pièces et il n'en a pas une de plus ni une de moins en fait, tout simplement. Alors évidemment, ça demande de stocker, d'avoir la trésorerie pour acheter le truc, mais là encore, tu vois, il a utilisé un défaut à son avantage. Et clairement des deux e-commerçants, le deuxième marche beaucoup mieux que le premier en fait. Oui, voilà, une fois que tu as réussi à passer le cap de te dire je vais investir pour récupérer ma mise et faire du bénéfice dans plusieurs mois, voire potentiellement plusieurs années, j'imagine, c'est quand même un cap psychologique pas évident à franchir pour quelqu'un qui se lance aussi. Ah, mais clairement, c'est pas quelqu'un qui se lançait qui a fait ça. Bon voilà, il a de l'expérience. Mais la logique derrière ça, elle est assez simple. C'est que il a constaté le problème avec ce fournisseur, qu'il y a que ce fournisseur-là. Donc, il n'y a pas de solution alternative. Et il a constaté ce problème avec ce fournisseur. Et je pense que ce fournisseur a ces problèmes-là parce qu'il est seul sur le marché. Donc, clairement, il se fout un petit peu de, lui, ce qui l'intéresse, c'est simplement ses marges et il se fout un petit peu d'être clean, on va dire, sur la livraison, etc. Et, donc lui, il a identifié ce problème-là et il s'est simplement dit, on est dans le domaine de la collection, la plupart du temps dans le domaine de la collection, tout ce qui n'est plus valable prend de la valeur, donc autant prendre le stock et le vendre plus tard. Il n'y a pas besoin d'une réflexion, il n'y a pas besoin d'être entrepreneur depuis 15 ans pour avoir ce genre de réflexion non plus. Là où il a l'avantage, c'est qu'il avait la trésorerie plus facilement. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais voilà, après on est souvent bloqué par des choses comme ça. J'ai aucune idée de quelle est la valeur en termes de trésorerie dont il a eu besoin, mais pour le coup, voilà, on peut aussi aller voir des banques, avoir des prêts. Si on a une bonne stratégie, ça peut aussi passer, tu vois. Ouais, non, mais tout à fait. Mais c'est effectivement ça. Il a transformé un inconvénient en avantage pour sa propre entreprise, quoi. C'est ça. Donc voilà. Et en ce qui concerne les fournisseurs, en ce moment, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Il y a beaucoup de foin sur tout l'univers du dropshipping. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça? Enfin, j'imagine que tu vois de quoi je parle, la recrudescence des formations, des vidéos, Alors attention, je dis pas que ces formations sont mauvaises. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que dans le lot, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunistes qui n'ont pas forcément d'expertise, ou en tout cas pas autant qu'il l'annonce, et je ne cite personne parce que je n'ai moi-même suivi aucune de ces formations. Il y a forcément des formations qui sont très bonnes dans ce domaine-là, mais qu'est-ce que tu penses de cette recrudescence? C'est plus la recrudescence que je critique, de ces formations en dropshipping depuis quelques mois, depuis voire un an.
l'idée en fait de départ de la grosse formation qui a le plus marché là-dessus, c'est on fait de la publicité Facebook, on amène ça sur un site Shopify et le site Shopify automatiquement va commander chez AliExpress et AliExpress va se charger d'envoyer les produits sans même qu'il y ait la marque AliExpress dessus et du coup voilà, c'est transparent pour la personne qui achète sur le site. En soi, la formation en elle-même, le système est bien rodé, ça fonctionne. Là où il y a un problème, je pense, et du coup les autres formations qui y a autour ont été à peu près les mêmes formations en rajoutant, on n'est pas obligé de faire de la pub Facebook, on peut aussi faire du référencement, en rajoutant comment utiliser les réseaux sociaux sans faire forcément de la pub. Voilà, tu vois, c'était de ce que j'ai vu, hein, parce que de la même façon, moi j'ai pas pris le temps d'aller prendre ce genre de formation, mais de ce que j'ai vu, parce que j'avais regardé pas mal de vidéos de vente, etc. Globalement, on était sur les mêmes formations de base avec des éléments qui gravitaient autour. Maintenant, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas, je sais pas, et n'ayant pas été dans la formation. Là où il y a un problème pour moi, c'est que de toutes les vidéos de vente que j'ai vues, il y avait jamais la notion de valeur qu'on allait apporter en faisant ce business-là, en fait, qui était mise en avant. Parce qu'il y a un vrai problème derrière, pour moi, avec le dropshipping tel qu'il est fait là, c'est que, en fait, on se met simplement en écran entre le site AliExpress et le client pour faire une marge sur les produits d'AliExpress. En fait, le client pourrait aller très bien commander directement chez AliExpress son produit à 1 euro. Et nous, comme on va faire de la publicité, comme on va avoir des frais, etc., eh bien, on va faire x10 sur le produit, on va le vendre 10 fois plus cher. Et c'est le client, en fait, qui va acheter son produit 10 fois plus cher pour avoir le même produit. Et du coup, moi, j'avais un petit problème avec ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas pris ce genre de formation, parce qu'à la limite, j'aurais très bien pu prendre et puis essayer aussi, hein, si c'était si magique que ça. Il y a certainement des gens qui ont gagné de l'argent, et j'en connais, des gens qui ont gagné de l'argent avec ce système. Maintenant, est-ce qu'ils ont apporté de la valeur? Est-ce qu'ils ont fait des gens heureux? Je suis pas persuadé. Et c'est un peu le problème qui me gênait avec ce genre de formation, en fait. Ouais, moi, ce qui me pose problème avec pas forcément les formations en elles-mêmes, mais ce système, on va dire, ce couple Shopify AliExpress, c'est aussi que ça met à mal, selon moi, l'expérience utilisateur, l'expérience de l'acheteur. Parce qu'il y a, hormis tous les problèmes que tu viens d'évoquer, il y a aussi le délai. Généralement, le client qui lui va passer commande, alors que ce soit sur Amazon ou sur une boutique Shopify d'un produit expédié en dropshipping directement par le fournisseur AliExpress, qui est situé en Chine et qu'on peut trouver sur AliExpress, c'est que ce délai en général il est de plusieurs semaines. Or aujourd'hui n'importe quel acheteur sur internet, quand il commande quelque chose, il souhaite l'avoir le plus rapidement possible. Et moi ce que je condamne un petit peu, c'est le mensonge autour du délai. Et là encore, j'ai un exemple assez concret à partager pour Noël. Alors j'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui nous écoutent, mais pour Noël, voilà, j'ai voulu offrir une horloge à quelqu'un de ma famille. Et je l'ai simplement commandé sur Amazon avec un délai annoncé. Alors pour être tout à fait transparent, j'ai commandé le 6 décembre, le délai annoncé était livraison garantie au 21 décembre. Aujourd'hui on est le 7 janvier, je n'ai toujours pas reçu le produit. Donc ça pose un petit peu, moi ça me pose un problème. Et en fouillant un petit peu, il se trouve que ce vendeur, c'est un vendeur en dropshipping. Alors lui, il est pas sur Shopify AliExpress, il est sur Amazon AliExpress. Et ça me pose un problème parce que ça nuit un petit peu à l'image du e-commerce, parce que autant moi je sais faire la différence et j'ai su fouiller pour aller voir, je connais le problème, mais n'importe qui va avoir ce genre de mésaventures et qui n'est pas dans le milieu du e-commerce, qui ne connaît pas ce système, va se dire commander sur internet, on se fait avoir, j'ai pas reçu mon colis, Amazon m'avait promis que, alors qu'en fait Amazon n'a rien à voir là-dedans. Tu vois un petit peu où je veux en venir, c'est que l'expérience de l'acheteur est vraiment mise à mal selon moi, quand c'est mal fait, et là pour moi c'est mal fait dans cet exemple-là. Le fait de faire expédier une commande directement par le fournisseur, en soi c'est très bien, pourquoi pas. Ce qui me pose problème, c'est quand on trompe un petit peu l'acheteur, que ce soit sur l'apport de valeur dont tu parlais, ou le délai de livraison, qui est généralement mentionné et sous-estimé par rapport à la réalité du délai qui va être quoi. Je suis assez d'accord avec toi, c'est valable aussi bien sur le prix que sur les délais. C'est que en fait, la problématique, c'est que si on va annoncer 8 ou 9 semaines de délai, on va perdre beaucoup d'acheteurs. Donc en règle générale,
on essaie de minimiser au maximum ce genre de choses et on va retrouver cette information dans des endroits assez discrets. Et on sait très bien que sur Internet, moi le premier, je vais assez vite et j'ai pas le temps de regarder tous les trucs. Quand j'achète un produit et voilà. Maintenant, au niveau du prix, par exemple, tu vois, moi j'ai vu des choses qui se faisaient, c'était que tu avais un prix barré qui était à 150 € parce que le produit, c'est un produit ultra premium, génial, etc. Jusqu'aujourd'hui seulement, il va être à 60 €. Et en fait, quand tu vas chercher le produit sur AliExpress, c'est un produit à 5 €. Il y a un moment où, oui, hein, quand on est intermédiaire, c'est clair qu'on doit faire une certaine marge. Maintenant, dire qu'un prix vaut 20 à 25 fois plus cher que sa valeur réelle, c'est un peu compliqué. Moi, personnellement, c'est des valeurs qui me gênent. Maintenant, clairement, chacun fait ce qu'il veut, oui, de l'argent comme il veut. Voilà. Après, maintenant, je suis d'accord avec toi aussi sur le fait que ça joue sur le e-commerce en général. Et c'est assez dommage parce que le e-commerce c'est quand même une avancée dans le monde en général et voilà, il y a ce problème de confiance qui existe depuis toujours avec le e-commerce qui est normal parce qu'on n'est pas en contact avec les gens. Ça va pas aider franchement à améliorer les choses. Et là où par contre je reviens sur ce que tu disais par rapport à Amazon, moi je considère qu'Amazon est un peu responsable aussi du fait de laisser des vendeurs faire ce genre de choses sur sa plateforme. C'est vrai, mais c'est Amazon de régir ça. C'est un peu la critique que j'aurais après d'Amazon. Moi, en tant que professionnel, je commande sur Amazon des fois, et des fois, ça me gêne parce qu'il y a des gens qui n'envoient jamais les factures, et ça, c'est écrit, c'est spécifié dans les règles d'Amazon qu'ils doivent envoyer une facture. Moi, une commande sur deux, si c'est pas Amazon qui l'avance, c'est un autre vendeur, je n'arrive pas à avoir la facture. Et ça, c'est pas normal qu'Amazon continue d'avoir des vendeurs qui n'envoient pas les factures, en fait. Effectivement, ils ont une responsabilité au niveau du filtrage de leur e-commerçant, quoi. C'est ça. Enfin, de leurs commerçants.